Avant de commencer, je voulais vous dire que ce podcast, il a un compte Instagram qui s'appelle Vlan Podcast, sur lequel on fait plein d'interactions, on discute en message privé, par commentaire, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous n'êtes pas déjà follower. Sur cet épisode, je reçois Lily Barbery-Coulon, qui a une histoire personnelle qui va forcément résonner en vous, je pense, si vous en êtes à un stade où vous vous posez des questions sur à quoi sert ma vie, si vous essayez de trouver une sorte d'équilibre impossible entre des choses qui ne fonctionnent pas ensemble, sur votre mode de vie, sur le rôle de votre vie dans la société, dans le monde, sur la planète. Je pense que c'est cet épisode qui est beaucoup plus long que les autres, mais en même temps, Lily est vraiment passionnante et hyper articulée dans la manière dont elle a analysé son chemin. Ça devrait, je pense, vous intéresser. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lily. Bonjour. Alors, comment te présenter ? En fait, tu es une journaliste, à l'origine en tout cas. Ouais. Tu as un blog depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et tu as fait une grosse révolution personnelle, on peut dire ça ? Ouais, j'ai pas mal changé. C'est difficile toujours pour moi de me définir aujourd'hui, en tout cas définir mon activité parce qu'elle est multiple. Mais effectivement, j'ai été journaliste pendant 15 ans. J'ai créé un blog en 2010 qui porte mon nom. Et je peux pas vraiment dire que je sois aujourd'hui blogueuse, même si ce blog est toujours actif, mais beaucoup moins qu'avant. Je peux pas vraiment dire que je sois uniquement influenceuse, bien que j'ai un compte Instagram qui est très suivi et que j'ai un impact sur ma communauté. J'enseigne le Kundalini Yoga depuis le mois d'octobre 2018, donc c'est très récent, ça fera bientôt 1 an. Mais je peux pas dire de moi que je suis uniquement prof de Kundalini Yoga. Je fais beaucoup de choses différentes. Une slasheuse. Ouais, si on veut. Et alors, la première question, c'est que je crois que je vois autour de moi, et puis je vois à l'intérieur de moi, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui se sentent plus très à l'aise avec leur mode de vie, qui parfois ont soit des cassures, donc soit ils vont avoir une cassure au niveau du travail, ou alors ils vont tomber malades, ou qui a un moment où du coup ils vont lever la tête et se dire mais où est-ce que je cours, pour se rendre compte qu'en fait il y a la course. Enfin, c'est vachement facile de courir parce qu'en fait tu mets des œillères et puis tu vas en avant et puis en fait tu réfléchis pas et puis tu fais pas ce qu'on t'a dit et puis voilà, c'est comme ça que t'as appris. Et puis à un moment donné tu lèves la tête et tu fais attends, où est-ce que je vais déjà? Et alors la question c'est comment ça se fait? Peut-être que tu peux parler de ta vie d'avant entre guillemets et ta vie après, mais qu'est-ce qui a fait la bascule? Alors moi j'étais un peu comme un hamster dans une roue, donc je savais pas exactement après quoi je courais. Mais je courais très vite. Et puis, j'étais plutôt de celles qui courent tellement vite que je pouvais courir dans plusieurs roues en même temps. Donc, j'ai toujours tiré beaucoup de fierté à faire énormément de choses en même temps. C'est très occupé. À être très occupée et avoir très peur des silences. Je suis quelqu'un dont on peut dire que je suis assez bavarde. Et je laissais pas beaucoup d'espace pour les silences, pour l'ennui, pour juste le fait d'être, par exemple, assise sur un lit, sans occupation, c'était quelque chose qui ne m'arrivait jamais. Donc, je travaillais énormément, j'étais directrice, enfin en tout cas, je m'occupais de gérer la beauté pour M, le magazine du Monde, et c'était déjà une activité qui me prenait l'essentiel de mon activité, mais à côté de ça, je faisais tout un tas de choses tout le temps, et le blog en fait était très actif, il m'arrivait de publier 5 à 10 contenus dans la semaine et des articles très longs avec des grosses enquêtes à chaque fois. Donc voilà, et j'avais envie d'être performante dans tous les domaines, que ce soit à la maison, en famille, d'avoir une vie sociale remplie, d'organiser des dîners, d'être cette mère parfaite qui fait des anniversaires absolument ravissants pour sa fille, qui veut pouvoir passer du temps avec sa fille, donc voilà, j'étais très occupée, sans arrêt, et finalement assez fière d'avoir cet emploi du temps surchargé.
parce que je pensais que ça donnait de la valeur à mon existence. J'avais pas compris que peut-être ma valeur était ailleurs, mais j'allais la chercher à l'extérieur de moi tout le temps. Donc j'avais besoin beaucoup de valorisation et le métier que je faisais, à savoir qu'il y ait mon nom dans un journal aussi prestigieux, associé à l'institution qu'est le quotidien Le Monde, même si c'était le magazine, j'en étais extrêmement fière. En plus, le magazine avait, et a toujours une réputation sans faille. C'est un magazine extraordinaire. Donc moi, j'avais vraiment besoin en fait d'être réconfortée, rassurée sur ma valeur à travers ce que pouvait en dire l'extérieur. J'ai fait ça pendant des années, sans trop me poser de questions. Enfin, sans trop me poser de questions. J'ai quand même fait une psychanalyse. J'ai commencé à 16 ans, en fait. J'ai une enfance assez difficile. Et à l'âge de 16 ans, j'ai frappé à la porte d'un CMPP, d'un centre médico-psychopédagogique. Et qui fait partie des lieux qui m'ont quand même sauvé la vie à l'âge de 16 ans. Et je suis quand même restée en analyse jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc j'ai quand même tout de suite entamé un travail sur moi assez puissant et profond, une psychanalyse freudienne qui ne m'a pas permis d'aller au-delà des symptômes. Mais enfin, c'était pas le but non plus, puisque la psychanalyse freudienne n'essaye pas de guérir les symptômes. On essaie de comprendre, en tout cas, les schémas et d'où ils viennent. Donc j'avais entamé ce travail-là. J'avais jamais j'avais jamais paressé plutôt en ce qui concerne le travail sur soi. J'ai tenté l'hypnose ericksonienne, le MDR, une thérapie assez longue avec beaucoup de MDR. J'ai fait plein de choses en fait pour aller mieux, me sentir mieux. Mais je pensais qu'en ayant un travail qui me plaisait, parce que ça me plaisait beaucoup d'être journaliste, dans une équipe intelligente, avec des gens stimulants, dans un journal génial, mariée avec un homme qui est formidable et une petite fille qui a été en bonne santé. Encore plus formidable. Je voyais pas en fait pourquoi j'étais pas satisfaite en fait. Donc je croyais que je faisais partie de ces gens éternellement insatisfaits qui n'arrivent pas à être dans l'instant présent. Donc j'avais mis en place une pratique de méditation avec des applications comme celles qu'on peut trouver sur nos téléphones. Et j'en faisais 10 à 20 minutes par jour. Et puis pendant quelques semaines, des fois rien. Mais souvent quand même, j'étais assez régulière. Bon, et puis malgré tous mes efforts, je me détestais. Et je nourrissais vraiment une haine en particulier de mon corps. Donc je me levais chaque matin, j'étais plus ronde que je ne le suis aujourd'hui, j'avais pas mal de kilos en trop et je me levais chaque matin en fait en me disant mais t'as aucune volonté, t'es qu'une merde, comment tu vas t'habiller aujourd'hui, tu sais pas, de toute façon il y a plus rien qui te va, donc voilà. Donc ça c'était la petite voix qui prenait tout l'espace dans ma tête dès le réveil. Et ça s'arrêtait par moments dans la journée, mais elle reprenait tout l'espace dans mon cerveau non-stop. Et moi, je passais mes journées à observer les femmes dans la rue, dans le métro ou ailleurs, et à me dire, mais comment est-ce qu'elles font les autres ? Comment est-ce qu'elles font, quoi ? Ça a l'air facile. Moi, je me sentais aliénée, en fait, avec cette perception complètement difforme, en fait, que j'avais de moi. Et je me sentais monstrueuse, quoi. Et je me disais, tout le monde doit le voir, tout le monde doit s'en rendre compte, en fait. Et il y a eu une première étape qui a été hyper importante pour moi et qui a provoqué un grand choc. Ça a été les attentats. Les attentats de novembre en particulier, ceux de Charlie Hebdo m'avaient déjà bien secouée. Et puis, en tant que journaliste, aller tous les jours dans un journal où on doit passer devant des policiers qui sont armés pour pouvoir rentrer dans l'enceinte de son lieu de travail, c'était pas simple. Mais en novembre, là, je crois que ça a été vraiment... J'ai compris que je ne pourrais plus jamais trouver de la sécurité à l'extérieur de moi-même. C'est-à-dire que la sécurité, il allait falloir que je la construise à l'intérieur de moi. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau, quoi. Ne pas me sentir en sécurité dans une rue qui était celle que je considérais être chez moi. J'avais pas fait ce travail de construire la sécurité en moi. Pourtant, je pensais l'avoir fait, mais c'était visiblement pas suffisant. Donc j'ai été secouée de manière très forte, en fait, à ce moment-là. Et toutes les fragilités de l'enfance, tout ce que j'avais vécu quand j'étais petite, qui avait été difficile, est remonté à la surface.
Et j'avais l'impression qu'en fait, même les piliers, même ce que je croyais avoir été plutôt joli, tout s'effondrait, quoi. Donc j'étais en plus hyper en colère contre moi de vivre ça à l'approche de mes 40 ans et de me dire mais enfin c'est pas possible quoi, ça fait 20 ans que tu racontes tes salades à des psys, que t'es allongé sur un divan, que tu fais un travail et là t'en es encore là à pleurer du matin au soir, mais au secours, je m'auto-soulais toute seule, je ne pouvais plus supporter en fait ces voix dans ma tête de je suis trop malheureuse, je suis une victime, etc. etc. Bon, le fait de me rendre compte que ça n'allait pas, ça a été une première étape. Et puis, en février 2016, alors que j'étais en train de trier des photographies dans mon ordinateur, jusque-là, je n'avais jamais confié de propos personnels sur mon blog. J'étais toujours restée en surface, en fait, de bah voilà, ça va. Je me disais, en fait, c'est une politesse de pas se plaindre, donc je vais pas commencer à me plaindre. J'ai une vie extraordinaire, je voyage beaucoup, je fais plein de choses. Je n'ai pas de problème d'argent, donc j'étais consciente. Moi, je viens pas d'une famille. Ma mère, elle est née dans une misère terrible, culturelle, sociale. Je sais ce que ça veut dire. Quand j'allais voir ma grand-mère à Bondy dans le 93, dans une cité où l'ascenseur était toujours cassé, qu'il fallait monter les 9 étages à pied, et que ça sentait la pisse du rez-de-chaussée jusqu'au 9e étage, je me souviens très bien de ça et je me disais, je peux pas, moi, commencer à me plaindre alors qu'il y a des gens qui vivent ça, c'est pas possible. Donc je m'autorisais pas, en fait, à faire l'aveu de ma vulnérabilité, c'était pas possible. Mais il y a quand même eu un truc plus fort que moi qui m'a dit qu'il était temps, en fait, de partager un peu plus d'authenticité. Donc je triais des photos et je me suis aperçue que dans mon téléphone, je n'avais que des photos de buffet. Je n'avais plus aucune photo de moi. Évidemment, je faisais rarement des selfies parce que j'étais convaincue que j'étais immonde. Donc je me montrais assez rarement. Et quand je le faisais, les photos étaient tellement trafiquées, je prenais pas Photoshop, et je veux dire, avec aujourd'hui Instagram, on peut quand même pas mal se transformer, quoi. Ah ouais, bien sûr. Où il y avait des angles, où finalement j'avais l'air plus mince que je ne l'étais, tout ça. Et là, en fait, je me suis dit, non mais j'ai vraiment... je pensais avoir réglé mes problèmes des troubles de comportement alimentaire, parce que j'avais eu des crises de boulimie quand j'étais dans ma vingtaine, mais ça s'était terminé, donc je me disais, non mais voilà, c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que la seule chose qui m'intéresse, ce soit de photographier des pâtisseries régressives et que je vive dans ce monde-là sur mon téléphone? Qu'est-ce que ça raconte, ces images-là? Et puis, je les partageais. Et ce que ça disait, c'était moi, je suis une bonne vivante, j'aime la vie, j'aime le sucre, fuck les régimes, fuck les gens qui font du sans gluten, qu'est-ce qu'ils sont chiants, là, là. Et puis, il était 22h et j'ai écrit un texte en 1 heure de temps que j'ai appelé « Comment je me suis disputée avec mon corps » et où j'ai raconté que ça allait pas du tout, en fait. Que je pleurais tout le temps, que mon corps, ça faisait 20 ans que je le maltraitais, que j'avais pas trouvé la clé pour en sortir. Et que j'avais tout testé, tous les régimes possibles, les thérapies comportementales et cognitives. Enfin, vraiment, j'avais testé un paquet de trucs. Encore une fois, j'avais pas paressé, quoi. Puis je viens d'un milieu, j'avais la chance d'évoluer plutôt dans un milieu où, en étant journaliste, j'ai rencontré des tonnes de gens dans le bien-être, en fait, qui m'ont dirigée vers des techniques différentes. J'ai fait tellement de choses, je pourrais en faire un livre juste de ça, quoi. Mais ça n'avait pas réglé le problème, puisque à nouveau, j'avais pris du poids et à nouveau, je ne savais pas comment m'en sortir. Et donc, j'ai raconté ça. Et là, ce qui a été fou, ça a été le raz-de-marée de messages privés que j'ai reçus. Je pense que j'ai reçu des centaines d'emails et de messages à ce moment-là, de femmes qui m'ont confié à quel point elles souffraient elles aussi. Et elles me décrivaient leur poids, leur taille. Certaines étaient extrêmement minces, certaines correspondaient tout à fait aux critères de beauté qui sont ceux qui sont prônés actuellement. Mmh. Elles auraient pu être mannequins et elles se haïssaient. Et c'était pas un tout petit micro-mouvement, c'était des centaines de femmes. J'étais arrêtée dans la rue par des gens qui me disaient merci d'avoir pris la parole là-dessus, je me déteste tellement, je hais mes cuisses, je hais mes mollets, je déteste mes genoux. Et avec des focalisations sur des parties du corps qu'on n'aperçoit même pas, mais qui prennent tout l'espace.
Et là, je me suis dit, c'est marrant parce qu'on commençait vraiment à beaucoup parler de féminisme. Enfin, en tout cas, ces sujets qui ont toujours été des sujets importants pour moi étaient devenus, étaient entrés dans l'actualité. Et je me disais, mais en fait, avant de vouloir se libérer de quoi que ce soit, il va falloir nous libérer de ces voix dans la tête, quoi. Je peux pas continuer à vivre comme ça. Je peux pas continuer à vivre avec ce jugement permanent. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis, je me sentais responsable, en fait, du débat que j'avais ouvert. Parce que j'avais pas de happy ending. J'avais pas... La solution, avant, j'avais plein de problèmes de peau, mais maintenant que j'ai rencontré ce produit, tout va mieux. J'avais pas... Tu vois, je veux dire, j'avais toujours construit mes articles en beauté avec un problème, 3 solutions. Ouais. Et là, j'en avais pas de solution. Je disais juste, moi, les solutions, je les ai déjà testées et j'en ai pas trouvé de nouvelles, quoi. Et bon, alors, je me suis pas mise en voie de guérison tout de suite, mais ça a ouvert quelque chose. Et puis surtout, le fait de pas me sentir seule et de voir qu'on était des centaines. Et puis en fait, c'était bien au-delà de centaines parce qu'il y avait celles qui avaient osé prendre la parole, mais la majorité silencieuse. Enfin, c'était très, très émouvant. Et encore aujourd'hui, je reçois des messages. En fait, ça fait 3 ans que cet article, il continue d'alimenter des conversations. Donc là, je me suis dit, OK, il va falloir que je fasse un truc. Quoi, je ne savais pas. Mais pendant cette année 2016, alors le fait d'avoir dit ça, voilà, ça a provoqué quelque chose, mais pour autant, j'ai pas cessé d'aller mal, hein. J'ai continué à plonger tranquillement. Je pense qu'il fallait vraiment que je touche le fond de la piscine. J'ai quitté le journal pour lequel je travaillais parce que je me suis dit, bon, il est temps que je fasse quelque chose, j'ai des rêves, je sais pas lesquels ils sont, mais il faut que j'en sorte, quoi. Je vais essayer de faire autrement. J'aimais beaucoup bloguer, j'aimais beaucoup cet univers du digital, donc je me suis dit, je vais assumer ça et puis renoncer à la gloire de mon nom dans ce journal, du prestige et de la valorisation pour aller vers le blog qui était pas vraiment quelque chose de très valorisé par les médias dont je venais. Même si on était en 2016, il y a beaucoup de mépris, il y en a toujours encore beaucoup pour les influenceurs. Oh oui, il y a encore beaucoup de mépris. Donc, enfin, en tout cas, c'était comme ça. Et j'ai monté une société où j'ai fait beaucoup de conseils pour des marques, pour pouvoir renoncer à travestir mon blog et à le trahir avec plein de produits placés, etc. J'ai fait du conseil en direct pour des marques, ce qui était très lucratif, mais j'ai pris tellement de choses, tellement de missions, que je me suis retrouvée à l'été 2016 à dormir 4 heures par nuit et à écrire non-stop, en fait, et à continuer à faire bonne figure. Et là, j'avais vraiment pris encore plus de poids qu'en février. Donc, le problème de poids ne s'était pas arrangé. Et puis, à peu près tout au même moment, au mois de juin, donc il y a pile 3 ans, je me suis retrouvée avec un mari qui est parti pour 3 semaines faire un tournage. Bon, tout va bien, je suis mariée, je suis pas mère célibataire et j'ai pu me mettre dans la peau d'une mère célibataire uniquement pendant, en fait, en tout 5 semaines, puisqu'il est parti 3 semaines, puis ensuite il est reparti 2 semaines. Mais ça a été une expérience où ma babysitter m'a plantée pile à ce moment-là. J'avais des dossiers de presse les uns après les autres que je devais rendre à des marques. Je m'étais engagée sur beaucoup de choses. Une petite fille qui avait vraiment besoin de sa maman et moi, j'avais pas du tout envie d'endosser ce rôle parce que moi-même, j'étais pas capable de m'occuper de moi. Et j'ai cru que j'allais vaciller, quoi, que j'allais péter les plombs. J'étais complètement à côté de moi, complètement éparpillée, en fait, dans tous les sens. Et je suis allée chez Olivier Rollinger, qui est un chef, un cuisinier, et en fait, il a glissé un petit mot sur mon oreiller. J'y allais en voyage de presse pour découvrir un lieu qu'il était en train d'ouvrir. C'est un chef étoilé qui a une histoire incroyable. Et il avait noté comme ça, on était au bord de la baie du Mont-Saint-Michel. Ici, vous allez vous reconnecter à la lune, à la mer, à la puissance du vent et au cosmos tout entier. Et je trouvais ça très poétique, mais ça ne me parlait pas. Je ne savais pas de quoi il voulait parler, parce que moi, j'avais jamais cru en rien. Certainement pas en la puissance des étoiles, de la lune sur moi. Mais alors vraiment, ça, c'était des trucs que je me disais, non, attends, là, c'est bon, j'ai mes limites. Bon. Et puis, ce lieu a fait vraiment quelque chose sur moi. En fait, il y a la rencontre avec Olivier.
Mais il y a aussi cet espace où on a la mer qui disparaît plusieurs fois dans la journée au bord de cette baie du Mont-Saint-Michel, où comme par magie, des litres et des litres d'eau s'effacent du paysage et font changer la vision qu'on a des choses à plusieurs moments de la journée. Et si la Lune a cette puissance-là, en fait, juste sur le sol, on peut imaginer ce qu'elle nous fait à nous, alors qu'on est composé en grande majorité d'eau et de liquide. Bon, tout ça, c'était vraiment que des idées, c'était pas des ressentis corporels. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas rentrée de ce voyage de la même manière. Je de faire la différence en plus. Je pense que tout le monde ne fait pas la différence entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Il y a quand même un monde. Oui, alors en fait, le monde qui nous sépare, c'est juste le ressenti corporel. C'est-à-dire que le mental est sans arrêt en train de mentir, ou en tout cas d'arranger les choses comme il l'entend. Il nous donne à voir une réalité et on réagit énormément à plein de pensées limitantes qu'on a accumulées les unes après les autres et qui nous permettent de nous dire bon alors il faut travailler par exemple beaucoup dans la vie, ça fait partie c'est ça, le bonheur, le succès, voilà exactement, donc ça fait partie des pensées du monde d'avant mais qui sont encore très ancrées et si par exemple on ne fait rien, on est bon à rien. Donc il faut avoir des bonnes notes à l'école, tout ça c'est des pensées avec lesquelles on se construit mais qui sont extrêmement limitantes parce que dès qu'on voudrait en sortir, on a tous les signaux au niveau du mental qui s'allument et qui nous disent non, tu vas pas ailleurs. Tu restes bien là dans l'autoroute qu'on a fixée pour toi. Le corps, lui, il est beaucoup moins compliqué. Donc le corps, il nous envoie sans arrêt des signaux d'alerte, d'alarme, des sensations nauséeuses, un mal de tête. Un mal dans le dos, des douleurs de règles alors qu'on n'a plus ses règles. Il y a plein d'endroits en fait dans le corps qui vont permettre en fait de récolter une information beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée. À nous après de l'interpréter. Donc ça va être toute la difficulté. Mais faire la différence entre les messages qui viennent du corps et les messages qui viennent juste de notre cerveau qui emmagasine énormément d'informations, c'est un gros travail et ça évidemment la méditation va beaucoup nous aider en fait à faire le tri, mais pas que. Travailler sur le corps physique directement, c'est une clé qui me semble essentielle. Donc voilà, la rencontre avec Olivier a été importante. J'ai une amie qui m'a annoncé un cancer et qui avait 38 ans juste après cette visite chez Olivier Rollinger et qui a complètement changé d'hygiène de vie. Donc ça m'a quand même beaucoup troublée parce que j'étais dans la plainte du corps tout le temps. À cette époque-là. Je trouvais mon corps moche, gras, adipeux, mou, pas suffisamment musclé. Et j'ai vu cette fille, qui est l'une de mes meilleures amies, changer complètement sa manière de manger, de boire de l'alcool, sans plainte, uniquement parce qu'elle cherchait à sauver sa vie, en fait. Alors, ça m'a donné quand même une autre qualité de regard sur les choses. Et je me suis dit que peut-être, il allait être temps d'être pleine de gratitude pour mon corps, en fait. Parce que ce corps qui était trop gras, trop ceci, trop cela, en fait, il marchait plutôt bien. Donc, il m'avait pas encore donné de maladie grave, il m'avait pas encore mise dans une situation... il souffrait énormément. Il était en grande souffrance parce que je le privais de sommeil tout le temps. Parce que je lui donnais que du sucre et du gras pour fonctionner, parce que je ne l'écoutais pas, mais n'empêche que il était quand même formidable, quoi. Il me permettait de danser, de bouger, de faire l'amour, d'embrasser, et je ne lui envoyais jamais des messages bienveillants, jamais. Donc ça, je me suis dit, il va être temps que je l'aime, en fait, ce corps. Je peux pas croire que moi, en fait, je m'arrête au niveau du menton et que mon intelligence, ou en tout cas ce que je valorisais comme étant important, ça s'arrêtait jusqu'au menton, puis tout le reste, en fait, c'était mon ennemi. Il allait falloir se réconcilier avec toutes ces parties-là. Donc, la réconciliation, elle s'est faite progressivement. J'ai décidé de faire attention à mon alimentation. Bon, peu importe les méthodes qu'on choisit, hein, on sait tous qu'il y a un moment, il va falloir qu'on mange un tout petit peu moins. Hein. En fait, on n'a pas besoin de dogmes très compliqués et puis qu'il va falloir qu'on écoute un tout petit peu plus le corps. Souvent, il nous dit très clairement quand on n'a plus faim, mais on n'écoute pas parce que voilà, il y a des émotions qui sont trop difficiles à gérer, donc on préfère les noyer sous la nourriture.
J'ai repris un travail que j'avais déjà démarré très longtemps avant, mais donc avec un peu de MDR. Mais j'ai pas fait beaucoup de séances en fait. Ce qui a été vraiment clé pour moi, ça a été la découverte d'un yoga qui s'appelle le Kundalini Yoga. Et moi, j'aimais pas trop le yoga. Je m'ennuyais souvent en fait dans les cours. Je trouvais que ça me confrontait parce que je me comparais beaucoup. Donc ça me confrontait au corps athlétique des autres femmes qui m'entouraient, à leur souplesse. Moi, j'étais pas du tout souple. Et puis rester assise sur un coussin pour respirer, au bout de 5 minutes, moi j'avais ma to-do list qui se mettait dans la tête et je me disais mais ce temps-là, je pourrais le passer à envoyer des mails, à prendre des rendez-vous avec l'orthophoniste, à appeler un gynéco. Je me disais là c'est du vide, c'est sympa, mais moi j'ai autre chose à faire quoi. Je ne pouvais pas, j'avais le mental tellement agité que je ne pouvais pas rester assise à juste écouter ma respiration, c'était pas possible. Et alors j'ai trouvé une méthode qui me correspondait complètement. Alors elle n'est pas faite pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui rentrent pas du tout dedans, mais en tout cas pour moi, ça a été d'une efficacité redoutable dès le premier cours. Je suis rentrée dans ce cours, un peu forcée par une amie qui était convaincue que ce serait bien pour moi, j'avais pas envie d'y aller, mais par politesse, pour lui faire plaisir, j'y suis allée. Et j'ai eu accès à quelque chose qui était complètement inédit. Je n'ai pensé à rien pendant 1h30. Premier cours de Kundalini ? Ouais. Je n'ai pensé à rien. J'ai essayé le Kundalini, ça. Ouais. Le premier cours, j'étais là, genre. Bah ouais, je comprends parce que j'ai eu un bol de dingue. Alors, je suis tombée avec une prof qui, moi, m'a fait entrer pile. Mais genre, c'est comme si on m'avait ouvert la cage thoracique, clac, en deux, qu'on avait pris mon cœur et qu'on m'avait montré que ça palpitait fort, quoi. On m'avait serré, genre, tu vois là, en fait, c'est en vie, là. Donc, t'avais oublié ça, mais tu vas te centrer au niveau du cœur maintenant. Et on m'a demandé tellement de choses. Il fallait penser à bouger ses bras, se concentrer au troisième œil. J'essayais de loucher entre mes sourcils, j'arrivais pas. Il fallait expirer, inspirer en poussant puissamment sur son nombril. Il y avait de la musique, donc j'écoutais la musique, j'entendais les mantras, je savais pas dans quelle langue c'était. Je me suis dit, c'est très étrange tout ça. Mais je n'ai même pas eu le temps de juger parce que j'étais tellement occupée à faire, à être dans l'instant, que pendant 1h30, je n'ai pensé à rien. Et il y a eu des choses qui se sont passées pendant ce cours. J'ai vu à un moment des couleurs, parce que j'avais tout le temps les yeux fermés, on pratique les yeux fermés. Et je me suis vue en train de danser. Et j'étais pas du tout endormie. C'était un rêve éveillé de moi en train de danser, entourée par plein de danseuses Bollywood, parce qu'il y avait une musique indienne derrière. C'était extrêmement joyeux, et voilà. Et alors là, en fait, c'est comme si j'avais trouvé le bon bouton. Et j'ai commencé à tirer le fil de cette pelote et je me suis plus arrêtée. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu es prof de Kundalini ? En tout cas, tu as fait une... En fait, moi, j'ai l'association de l'extérieur, même si on se connaît quand même pas mal, mais tu étais cette fille qui consommait énormément de produits de beauté, qui en avait plein sa salle de bain, tu vois, on le voyait sur Instagram et autres. Et maintenant, tu es dans une sorte d'économie. Alors, tu as complètement changé de mode de vie. D'abord à l'heure où tu te réveilles, simplement. Mais aussi sur... ta manière de consommer, ta manière d'envisager le couple, ta manière... J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont bougé, en fait. En fait, tout a changé. Mais ça s'est pas fait... En fait, quand on regarde, là, en 3 ans, c'est très rapide. Mais il y a eu des étapes clés. Et je dirais que... pour moi, il y a vraiment un avant-après la formation. Donc, à l'enseignement du Kundalini Yoga, où je suis partie dans un lieu pour me former. Et... donc, c'est plusieurs semaines de formation. Et entre chaque semaine de formation, on a énormément de devoirs à faire chez soi. C'est pas des petits devoirs, en fait. Moi, j'avais pas compris, en fait. L'engagement que j'avais pris. Sinon, je serais pas allée. Non, mais je pensais vraiment que que c'était un peu comme une retraite. Tu vois, que j'allais passer une semaine à faire du yoga intensément, que j'allais faire beaucoup de théorie. J'avais pas compris que ça allait être... que j'allais... en fait, me découvrir moi. Je venais pour le yoga, mais c'est moi que j'ai découvert, en fait, à travers cette formation. Et ça a été complètement passionnant. Donc,
En fait, c'est une série d'éveil de conscience. Il y avait de l'éveil déjà pendant les cours de yoga. Tu vois, c'était déjà en marche. Mais là, on est allé beaucoup, beaucoup plus loin, en fait, dans l'expérience, à la fois de yoga intensif, mais aussi dans l'expérience en pleine nature. On oublie à quel point la nature est le plus grand des gourous, hein, c'est le premier enseignant. Il suffit de la regarder pour savoir comment se comporter, en fait, tout simplement. Mais pour ça, il faut passer du temps, en fait, avec elle. Et sortir de sa zone de confort, vraiment, en fait, hein, pour pouvoir l'observer complètement. Donc, il y a plein de techniques différentes pour y arriver. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent jeûner. Il y a plein de techniques différentes pour aller vers soi, et être en contact avec ce grand tout dont on fait partie. Moi, j'ai pris un certain nombre de décisions à chaque fois. En fait, j'ai choisi, en rentrant de chacune de ces formations, on m'a jamais rien demandé. On m'a jamais dit « Ah, tu devrais arrêter de manger de la viande ou bien faire attention à ne plus acheter de bouteilles d'eau en plastique. » Jamais. Jamais, ça n'a jamais été une discussion. Jamais, dans ce genre de lieu, on se permet de donner des ordres à qui que ce soit. Mais sur le chemin je vais essayer d'écouter, en fait, et d'honorer ce qu'il y a de plus sacré en moi. On arrive tous ici avec des cadeaux immenses à l'intérieur de nous, des talents incroyables. Et on les oublie à une vitesse phénoménale. On a une capacité d'émerveillement enfant pour tout. Quand on regarde un enfant qui joue avec un petit bâton devant une rivière, juste à écouter le mouvement de l'eau, à voir que le petit bâtonnet, il va le laisser partir. Et puis, bon, là, je suis en train de faire une puberta. J'y pensais, j'étais mentalement dans la puberta, là, ça y est. N'empêche que ils étaient malins, les gens qui ont fait cette pub-là, parce que tout le monde pouvait s'identifier à ce gamin. Ouais, bien sûr. Et on a oublié, en fait, à quel point nous, on a une capacité d'émerveillement qui est très grande, et on l'a noyé derrière toutes ces pensées limitantes de bah non, il faut aller à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. La course. Et puis on rentre, et puis on sait plus après quoi on court, et puis on a l'impression que bah non, mais peut-être que voilà, je vais chercher le bonheur. Donc, le bonheur, ça doit être d'avoir un grand appartement à Paris, peut-être d'avoir une résidence secondaire, peut-être d'avoir une piscine, d'avoir une compagne ou un compagnon qui ait ces critères-là. Bon, bah, une fois qu'on a coché toutes les cases, bah, c'est jamais assez, en fait. Donc, on met la barre de plus en plus haute. Mais c'était quoi notre mission au début ? Pourquoi on était venu là ? Qu'est-ce qu'on devait honorer, en fait ? Donc, une fois qu'on sent qu'on est en contact avec ça, avec ce qui vibre au plus profond de nous-mêmes, c'est compliqué de se lever tous les matins, de faire du yoga, et puis ensuite de faire comme si la Terre n'existait pas, quoi. C'est-à-dire que moi, les changements dans ma manière de me comporter, jamais personne m'a dit « il va falloir que tu sois plus écologique que tu n'étais ». J'avais un comportement écologique qui était vraiment, mais inexistant. Je ne respectais absolument pas la planète. Par contre, je faisais beaucoup de yoga, mais j'allais quand même au yoga en chauffeur privé ou en taxi. Je voyais pas l'incohérence. Et si, par exemple, une lectrice à l'époque sur Instagram m'avait dit je trouve ça quand même choquant en fait que tu prennes un taxi, je me serais dit mais franchement, les gens, il y en a pas marre d'être jugés. Mais elle aurait eu raison. Par contre, son jugement n'aurait eu aucun effet sur moi. Ça m'aurait pas permis d'avancer. Il fallait que je m'en rende compte par moi-même. Et ça a été, ça a fait partie des trucs où je me suis dit, je crois que justement mon jambon sous vide là, il y a un truc qui va pas quand même avec ce que je fais. Est-ce que je suis vraiment en train d'honorer le sacré en moi en mangeant ce jambon là ? Je suis pas sûre. Est-ce que je peux dire que je fais partie d'un grand tout et que j'aime tout ce qui est la nature, elle est spirituelle profondément. Elle a vraiment. On prend n'importe qui croit en rien, on le met en haut d'une montagne, on lui fait voir le paysage, on se sent infiniment petit et connecté à l'infiniment grand là-dedans. Et on fait partie de ce grand tout. Donc en fait, d'un seul coup, se plaindre que ah ouais, mais franchement aujourd'hui, le gouvernement il fait pas ce qu'il faut, il nous protège pas. Ouais, mais qu'est-ce que je fais moi ?
Moi, je faisais quoi, moi ? Moi, ça m'arrivait bien souvent de pas acheter des aliments bio, d'aller dans l'épicerie en bas de chez moi. J'étais fière de dire que j'allais pas dans les grandes surfaces, mais en fait, la marque de mon épicerie en bas de chez moi, elle était connectée à toutes les grandes surfaces, donc c'était pas parce qu'elle était plus petite en mètres carrés qu'elle était différente. Elle nourrissait les mêmes valeurs. Et j'ai commencé à me dire, en fait, moi, à chaque instant, je peux choisir le système dans lequel j'ai envie de vivre. En fait, j'ai cette puissance-là, j'ai ce pouvoir-là. Donc, je vais choisir de dépenser mon argent, de soutenir tous ceux qui sont en train d'honorer le sacré en eux. Donc, c'était vertigineux, hein, parce que moi, encore pendant la formation, au début de ma formation, je continuais à faire du conseil auprès des marques qui n'avaient pas entamé leur transition écologique. Et je voyais pas où était le problème, parce que je me dis, ouais, mais je prends cet argent pour pouvoir faire du yoga et donc pour pouvoir honorer encore plus le sacré. Hein, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Il y a un moment, en fait, pour aller chercher cette cohérence, il va falloir, pouvoir se dire, ok, donc là, je respecte vraiment les messages de ma conscience supérieure et je mets mon ego au service de cette conscience et pas l'inverse. Je fais pas de ma conscience supérieure un esclave de mon ego. Ça va pas aller, ça. Donc, du coup, oui, mais ça a été j'ai pas fait tout d'un coup. J'ai fait un truc, j'ai monté une marche, et puis une autre, et puis j'en ai plein d'autres encore à monter. Il y a plein de choses où je suis pas parfaite. Mais chaque jour, je me dis, ça c'est acquis, ok, donc je vais essayer de faire une étape supplémentaire. Donc, grosse prise de conscience écologique, qui m'a conduit à vraiment m'intéresser aux données scientifiques aujourd'hui, qui m'a conduit à me rapprocher de gens dont c'est le métier, qui accompagnent les entreprises en fait dans cette transition. Et ça voulait dire qu'il allait falloir que je renonce à ce qui m'avait nourri pendant 15 ans. Donc, à dire au revoir au secteur de la beauté. Là, j'avais super peur. Je savais très bien que c'était devant moi, mais j'étais terrorisée. Bien sûr. Parce que comment est-ce que j'allais vivre, comment j'allais rembourser mon crédit, comment est-ce que j'allais faire. Je pouvais bien négocier un peu, non ? Un petit peu. Allez, j'allais juste faire un petit dossier de temps en temps, tu vois, un petit truc. Bon, j'ai essayé de négocier avec moi-même pendant un petit bout de temps. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, moi qui avais toujours écrit à une vitesse phénoménale, j'étais de plus en plus lente à réaliser les choses. En fait, le talent, il s'exprime dans la facilité. Souvent, d'ailleurs, les gens très talentueux, ils comprennent pas de quoi on leur parle parce qu'ils ont l'impression que c'est tellement facile pour eux que voilà. Et là, c'était devenu difficile. Je n'arrivais plus à écrire ces textes qui faisaient la promotion de produits dans lesquels je ne croyais plus. Qui étaient emballés dans des boîtes et des boîtes et des boîtes avec du blister autour et qu'on envoyait à la presse écrite avec des cadeaux qui étaient eux-mêmes emballés dans du plastique. Et tout ça finissait à un moment ou un autre à la poubelle. Et moi, ça me rendait malade, en fait, de voir ces paquets arriver chez moi, de voir le flot, en fait, continu. Mais à la fois, ça me rendait malade, mais j'avais super peur d'y renoncer, quoi. Alors, j'allais plus exister pour personne. J'allais plus avoir mon nom, en fait, dans ce secteur-là. J'allais disparaître, en fait. Donc, il fallait accepter, en fait, de disparaître d'un milieu pour lequel j'ai énormément de respect, qui, m'a beaucoup apporté, m'a fait grandir. Mais je me suis dit, je vais essayer maintenant de travailler uniquement avec des gens qui veulent mettre cette conscience tous les jours, en fait, dans leur travail. Et on peut, et d'ailleurs, je pense que le lieu de travail peut devenir absolument un lieu d'épanouissement où on est au service de cette conscience. C'est pas juste à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place, en fait, dans son quotidien, dans la manière de manager les gens, de ne plus avoir des organisations pyramidales, mais vraiment d'être à l'écoute les uns des autres, de nourrir la compassion. Et à partir du moment où on commence vraiment à prendre soin de soi, de prendre soin de son alimentation, forcément, on se questionne sur les ressources. On se questionne sur comment ont été cultivés, on a plus de respect pour les paysans, on a plus de respect pour tous les gens qui sont autour et on a envie de les valoriser. Donc on change tout en nous, on change aussi la manière d'éduquer les enfants parce que en fait, on n'est plus en train d'écraser l'autre, mais d'être à l'écoute en fait de l'autre. Et moi, je fonctionnais tellement avec le jugement que je me laissais aussi beaucoup enfermer par les jugements des autres sur ma manière d'élever mon enfant. Donc, puisque tout le monde faisait d'une certaine manière, je faisais comme les autres, en fait. Donc ça a changé mon rapport avec mon mari, ça a changé mon rapport avec ma fille, ça a changé mon rapport avec mes amis.
Et puis, oui, alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait le vide. J'ai fait du vide, mais je gagne ma vie aujourd'hui correctement. Alors, je gagne pas ma vie comme je la gagnais avant, mais suffisamment correctement pour ne pas me sentir... je n'ai pas de souci d'argent, tu vois. Je fais des choix, je dépense beaucoup moins, mais je ne me prive pas. Je n'achète plus rien en fast fashion pour moi. Ma fille, malheureusement, elle a encore ses envies et puis je veux pas rentrer dans le conflit avec elle. Donc, je préfère qu'elle prenne conscience, elle, au fur et à mesure. Mais je veux pas que l'habillement soit une source de conflit entre nous. Donc, voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai arrêté complètement d'aller dans des magasins qui ne respectent pas les humains ou qui ne respectent pas la planète. J'ai arrêté voilà, de nourrir tout un tas de choses. Et puis, j'ai réduit mes produits de beauté. En fait, aujourd'hui, j'ai une huile et un démaquillant. Et puis, de temps en temps, je me maquille, mais enfin, c'est très rare. Mais ça ne veut pas dire que je juge celles qui se maquillent, tu vois. J'ai rien à dire là-dessus. J'adore le jeu avec l'apparence. Je pense que ça a toujours existé. Sapiens, on voit, on sait qu'on se mettait déjà des plumes dans les cheveux, qu'on se maquillait. Donc vraiment, j'ai rien avec les rituels et l'ornementation. J'ai plus un souci avec l'idée qu'il faudrait qu'on se sentirait obligé en fait d'utiliser 8 ou 12 produits par jour parce qu'on nous a dit que c'était comme ça et pas autrement. Et moi, j'ai participé en fait à dire que c'était comme ça et pas autrement. Bon, je me pardonne. J'ai pas d'autre choix en fait. J'ai fait comme je pouvais au moment où je le pouvais et j'étais pas consciente. J'avais l'impression que je faisais du bien moi en fait en donnant tous ces conseils. Il faut toujours mettre un sérum avant sa crème. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas le cas. Mais je n'ai absolument pas d'avis sur celles qui continuent à le faire. Je me dis pas, elles ont rien compris. Parce que j'ai été à cet endroit et je pense pas que je sois plus avancée qu'elles. On avance tous avec... C'est comme les enfants, il y en a qui apprennent à marcher plus tôt que d'autres, il y en a qui apprennent à parler plus tôt que d'autres. Mais moi, je suis pas avancée par rapport à qui que ce soit. J'ai juste, j'essaye d'honorer tout le temps ce cadeau que j'ai à l'intérieur de moi, c'est tout. Et est-ce que tu crois pas, même si on a complètement dépassé le temps, mais est-ce que tu crois pas, c'est là-dessus qu'on avait, c'est l'article que je t'ai envoyé, tout ça, mais que ce mouvement, il vient, plutôt que de résoudre le problème à la racine, il vient compenser une situation qui est devenue inacceptable et que du coup, on fait... de la méditation, du yoga. On essaie de trouver des palliatifs finalement pour accepter une société qui ne nous correspond plus. Alors, bien sûr, ça fait partie de ce mouvement en fait. Et d'ailleurs, même au sein, tu vois, du yoga que je pratique moi, on peut basculer dans l'addiction en fait. De la même manière qu'on a eu une addiction, moi par exemple à la nourriture, on peut basculer dans l'addiction en fait à la méditation, au yoga. Toujours dans un mode compensatoire, en fait. Ça, on peut tenir longtemps avec ça, mais ça va pas nous réparer. Et ça va pas nous permettre de transformer ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de nous. Mais moi, je suis passée, en fait, par cette phase, en fait. Je sais pas si j'en suis totalement sortie. Je crois que j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose. Mais tu peux mettre tu vois, la volonté, le déterminisme de l'énergie masculine tu vois, avec laquelle on a tous été pilotés, hommes comme femmes. C'est vraiment, ça a été l'énergie dominante, en fait, jusqu'à il y a peu de temps. On peut la mettre au service de n'importe quoi, même du yoga. En se disant, là, aujourd'hui, tu vois, je vais faire, j'en sais rien, je vais rester 25 minutes en chien tête en bas, et ça, c'est mon objectif, je me mets un chrono devant. Tu vois, tu peux, en fait, avec cette intention... C'est dur quand même. Mais... Ouais, c'est très dur, mais enfin, bon, tout est possible, voilà. Là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut utiliser ces outils toujours à bon ou mauvais escient. Tu vois, il y a pas, ça reste des outils. Donc, on va pouvoir en faire quelque chose de génial, mais comme tout, on peut en faire aussi de la merde. Voilà. Il y a les deux polarités, elles sont tout le temps présentes.
Donc moi, dans mon cas, ce que je trouve formidable, c'est que sans qu'on me demande quoi que ce soit, ce yoga m'a conduit d'abord à identifier les parties de moi que j'aimais le moins et à me réconcilier avec elles et à les prendre dans mes bras. En particulier, je pense à la honte, qui était une donnée très présente. En fait, moi, je naviguais énormément avec la honte. Donc, j'essayais de la compenser par la fierté, qui est souvent le revers de la médaille. Et donc, d'aller chercher de la fierté ailleurs pour cacher la honte que j'avais pu ressentir dans mon enfance, de scènes qui avaient été difficiles pour moi. Et j'ai été très souvent malade quand j'étais enfant et j'avais honte des maladies que j'avais. Donc, on peut en fait vivre avec des choses qui sont assez sombres et puis essayer de les compenser sans arrêt. À partir du moment où on commence à les identifier, mais aussi à se dire... en fait, c'est aussi quelque chose que je vais lâcher. En fait, je vais accepter de le laisser partir. Je vais essayer d'aller voir qui je suis sans cette honte-là. Je peux peut-être aussi essayer de voir. Des fois, on s'accroche tellement en fait à nos peurs, à nos angoisses que je me suis éloignée du sujet, pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où on commence à faire ce travail, on va se sentir dans l'unité avec tout ce qui est, avec les autres, et du coup, on n'est pas du tout dans l'individualité. On est au contraire dans la reconnaissance que l'autre n'est qu'un miroir de nous. Et quand on fait, par exemple, dans le Kundalini Yoga, on fait beaucoup de postures à deux, ce qu'on appelle du tantra blanc, qui n'est pas un tantra sexuel, mais où on va utiliser l'énergie de l'autre et lui donner notre propre énergie, fusionner en fait à travers le regard. Mais là, c'est un exercice où il n'y a plus d'individus, on ne forme plus qu'un en fait. On entre vraiment dans la fusion. Et ce qu'on apprend sur le tapis de yoga, on va pouvoir le mettre en action dans la vie de tous les jours. Si ça ne se transforme pas en action, ça n'a aucun intérêt. C'est vivre mieux avec soi-même pour vivre mieux avec les autres. Et donc, être plus dans la compassion avec les autres, arrêter de les juger. Si on a fait ce travail d'arrêter de nous juger nous-mêmes, on ne va pas pouvoir continuer à juger les autres. Parce qu'on sait en fait à quel point c'est difficile. Donc l'article que tu as partagé avec moi, il était très intéressant parce qu'il disait, en gros, la méditation en pleine conscience, c'est passionnant, c'est génial, ça calme les gens, mais ça leur permet juste d'être en résistance par rapport à la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein d'entreprises qui l'ont très bien compris et qui proposent un petit yoga par-ci, une petite séance de méditation par-là, pour être sûr que tout le monde continue à être au pas. Donc, tu es en burn-out tout le temps et puis tu vas faire un reset avec une petite médite et hop, tu repars. Okay ? Bon, ça, en fait, ça n'est pas un mode de vie qui est tenable à long terme. Non, ça te rattrape en fait. Ça te rattrape. Donc, voilà, moi, je crois vraiment que le développement personnel et de trouver un outil qui te permet d'être en contact avec ce qui est à l'intérieur de toi, qui te connecte au grand tout. Encore une fois qu'on est en contact avec notre conscience, on est relié à toutes les autres consciences et donc à une conscience universelle. On navigue pas tout seul, quoi. Donc, à chaque fois qu'on va être en respect de la Terre, c'est en respect de nous-mêmes. Je fais pas ça, je me dis pas, je le fais pour mon enfant et mes petits-enfants. Je le fais d'abord parce que c'est juste un appel en moi. C'est une évidence. Et si j'avais pas fait ce travail personnel, j'aurais pas eu encore cet appel-là. Et je le fais pas sous la contrainte. Ça marche pas non plus, en fait. Il faut l'avoir compris. Alors évidemment, on peut le comprendre de plein de manières différentes. Mais la menace, la peur, elle permet pas aux gens vraiment d'avoir un grand changement de comportement qui leur apporte de la joie, quoi. Parce que c'est très joyeux, en fait, tous ces changements. C'est pas du tout le calvaire. Avant, je prenais 5 à 6 voitures par jour pour me déplacer dans mes rendez-vous. Je voyais pas comment c'était possible de faire autrement. Aujourd'hui, je fais tout en métro. Je gagne énormément de temps. Je gagne énormément d'argent. Et puis, contrairement à ce que disent plein de Parisiens en disant « Ouais, c'est horrible, le métro »,
Moi, je trouve qu'on a un moyen de circulation qui est génial, qui est très rapide. Oui, on est serré. Oui, il y a des fois, il y a de l'inconfort. On apprend à respirer autrement. Puis, il y a plein de sourires qui se passent parce qu'on peut aussi mettre de l'énergie positive. Il y a des rencontres. Moi, il m'arrive des trucs super dans le métro. Alors, pendant des années, c'était un lieu d'angoisse, mais parce que moi, j'étais angoissée. Donc, c'était juste un miroir de l'état dans lequel j'étais. Et pour tout, ça peut être comme ça, en fait. Donc, le journaliste disait juste la méditation en pleine conscience, c'est sympa, mais ça peut conduire les gens à être totalement inactifs et à faire une société qui ne se réveille plus, qui n'a plus, qui va plus aller se battre. Au contraire, moi, par exemple, tu vois, il n'y a pas très longtemps, je devais acheter un matelas. Je me suis questionnée sur l'achat du matelas. Je t'avoue que chacun de mes achats est vraiment très mesuré parce que je ne veux pas dépenser dans n'importe quoi. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que ça honore ou pas ? Tu vois, c'est le prisme avec lequel je choisis. Et donc, comme j'y connaissais rien à la literie et que je m'y intéressais quand même pas du tout, j'ai appris que la plupart des matelas étaient enterrés, enfouis dans le sol. Alors, en fait... Une fois utilisés. Voilà, une fois utilisés, bien sûr. Donc, au bout de 10 ans, mais t'imagines les hôtels, par exemple, qui sont obligés de changer leurs matelas hyper régulièrement, comme quasiment tout ce qu'on apporte aux encombrants, c'est enterré dans le sol. Sauf les trucs qu'on peut brûler parce que c'est pas trop toxique quand on les brûle. Donc alors moi, on va avoir l'impression que je débarque, mais je ne savais absolument pas ça. Sachant qu'en plus, les matelas, ils sont faits avec des mousses qui sont issues de la pétrochimie. Il va falloir des centaines de milliers d'années avant que ça se fossilise, tu vois, et que ça redevienne une matière organique. Je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. Alors qu'il y a un truc qui s'appelle le latex végétal et qui est compostable en 1 an dans le sol. Donc, j'ai commencé à me questionner, puis je me suis rendu compte qu'en fait, ceux qui disaient qu'ils étaient en latex végétal, ils ne le sont pas toujours, que tu vois, il y a des normes, etc. Mais bref, j'ai fini par trouver une entreprise qui correspondait à tous mes critères. Mais c'était un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Donc, comment est-ce que je fais ? C'est pas toujours évident, tu vois. C'est aussi des décisions de nantis, tout ça. Donc, je suis allée rencontrer ces garçons parce que je voulais essayer le matelas. Et là, je rencontre des jeunes trentenaires mais qui m'ont sidérée. Eux, ils ont envie de changer le monde, juste avec des matelas. Mais n'empêche qu'ils donnent, ils redistribuent de l'argent aux Sri Lankais qui développent durablement les arbres sur lesquels le latex est récolté, qui payent correctement l'usine italienne où le matelas est fabriqué, qu'ils ont cassé complètement le marché comme tous les start-upers du matelas. Donc, il n'y a plus de distribution, c'est uniquement sur Internet. Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper émouvant parce que eux, ils se disent, en fait, nous, on n'attend pas que ça change au-dessus de nous. Le changement, c'est nous, quoi. Et pour moi, c'est ça, tu veux que ça change autour de toi, tu vas incarner le changement que tu veux voir émerger. Tu trouves qu'il n'y a pas suffisamment d'égalité des droits. Est-ce que toi, tu respectes en fait les gens autour de toi tels qu'ils devraient être respectés ? Est-ce que quand il y a une personne, j'en sais rien, et je vais prendre plein d'exemples, qu'elle soit noire, obèse, trans, est-ce que le regard que tu poses sur ces personnes-là, c'est toujours un regard bienveillant ? Est-ce que de temps en temps, on ne se sent pas supérieur parce qu'on est blanc, riche ou qu'on est un homme Enfin, peu importe. Mais il y a un moment, en fait, il faut d'abord avoir ce travail d'introspection pour commencer à accueillir tout ce qui est, y compris le clochard agressif qui pue et juste commencer à se dire, lui aussi, en fait, il a un rôle à jouer, quoi. Et moi, je ne suis pas supérieure à lui. Super. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie de claquer la porte parce que j'essaye vraiment de les ouvrir. De les ouvrir. Et moi, je sens qu'il y a encore des filtres qui m'empêchent d'être complètement en contact avec ce que je suis profondément. Et donc, j'ai envie d'ouvrir la porte de ces filtres encore plus grand, en fait. Et d'être encore plus connectée à ce qui fait palpiter mon cœur. Ouais. Super. Merci beaucoup, Lily. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.